d'actualité, je vous propose d'accueillir tout de suite Catherine MacGregor, donc directrice générale d'Engie, qui va donc clore cette matinée de discussion. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour à tous. Monsieur le Président, cher Patrick Corbin, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'AFG, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers amis, et bien sûr, Monsieur le Président de la CRE. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'avoir ajusté l'agenda de la journée. Je me rends compte maintenant que j'ai quand même le créneau le plus compliqué de tous avant le déjeuner. Donc je vais essayer d'aller rapidement. Simplement quand même pour souligner que quelle histoire! Pas un jour qui passe sans que l'actualité ne porte sur un ou même sur plusieurs sujets énergétiques, que ce soit diplomatie climatique, épisode météorologique extrême, pouvoir d'achat des familles, bien sûr, plan de relance et, bien sûr, les élections présidentielles 2022. L'énergie est absolument partout, directement ou indirectement, et toujours au cœur des enjeux. C'est donc avec bonheur que je suis là aujourd'hui en tant que directrice générale d'Engie pour porter ensemble nos convictions que je pense finalement être assez communes. Vous avez choisi comme thème de l'année « Tracer les voies de la décarbonation ». C'était vraiment le sens de mon intervention. C'est le cap que l'on s'est fixé pour 2050. C'est un défi absolument considérable parce que 2050, ça arrive vite, hein, on parle d'une génération. Chez Engie, nous visons la neutralité carbone à 2045, donc un petit peu plus tôt. Nous voulons être exemplaires et nous voulons avoir un rôle de leader. Je vais vous parler de ces enjeux long terme, mais quand même, une petite parenthèse, car c'est vrai que le court terme, l'urgence, sont invités un peu à notre congrès. Donc je vais dire quelques mots sur le sujet de la hausse considérable des prix de l'énergie et du gaz. Pour ceux des Français qui ont choisi des offres de marché, chez Engie, comme souvent chez nos concurrents, en fait, ils bénéficient d'offres à prix plafonnés. Ce sont vraiment les Français qui sont restés au tarif réglementé du gaz qui connaissent donc des variations de prix. Et ces variations, elles sont établies mensuellement par la CRE, approuvées par les ministères compétents. Et comme Jean-François Carenco l'a gentiment rappelé tout à l'heure, comme vous le savez, l'évolution des prix du gaz ces derniers mois reflète uniquement les coûts d'approvisionnement sur les marchés du gaz et Engie donc ne réalise effectivement aucune marge supplémentaire lorsque les tarifs régulés augmentent. Mais nous voyons bien la facture des abonnés qui augmente. Alors certains pays, comme le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, ont déjà pris des mesures exceptionnelles. Il faut dire que dans ces pays, les marchés de l'énergie sont structurés de manière très différente de celle de notre pays. Donc avec le chèque énergie, le gouvernement a utilisé un bon outil, un très bon outil pour soutenir les familles qui en avaient le plus besoin. Et chez Engie, nous travaillons sur des mesures, par exemple, comme pouvoir étaler les paiements. Donc je suis bien sûr convaincue qu'on peut aller encore plus loin, par exemple en renforçant encore le chèque énergie. Je sais aussi que la CRE s'attelle à trouver des solutions qui, je le souhaite de tout cœur, resteront des solutions équilibrées. Alors, au-delà des enjeux conjecturels, nous devons être conscients que la question de prix de l'énergie, en fait, cette question, elle est effectivement centrale aujourd'hui, mais elle est là pour rester. Nous savons que la transition nécessite des investissements absolument colossaux pour les nouveaux moyens de production, que ce soit les moyens de production d'énergie renouvelable, nucléaire, et dans les réseaux, on en a parlé largement. Et donc, nous devons protéger les plus fragiles de ces hausses de prix. C'est une question de solidarité, mais aussi une question d'acceptabilité de cette transition énergétique. Cela va passer par des mesures d'aide financière à court terme, mais aussi par la baisse de la consommation de l'énergie, on en a beaucoup parlé, et par exemple éradiquer les passoires thermiques, qui aujourd'hui représentent encore 15% du parc immobilier français, et dans lequel malheureusement habitent souvent les foyers en situation de précarité énergétique, donc avec un effet en quelque sorte de double peine. Et nous devons en particulier donc accompagner ces foyers qui sont particulièrement en difficulté. Donc, c'est certain, nous aurons dans les semaines qui viennent encore pas mal de débats autour de cette question des prix de l'énergie. Alors maintenant, je vais revenir au thème du congrès qui est de tracer les voies de la décarbonation.
c'est un très beau thème. Et puis si j'étais provocante, je vous dirais, décarboner, on sait faire. J'ai une confiance absolument fondamentale, effectivement, dans la capacité de l'entreprise de manière générique, à être le lieu de l'innovation technologique, du passage à l'échelle, pour mettre à la disposition du plus grand nombre de ces moyens de décarbonation. Mais on sait qu'il ne suffit pas de savoir décarboner pour que la transition ait lieu concrètement. La transition énergétique effective se situe en fait sur, pour utiliser un terme un peu à la mode, sur une ligne de crête. Car si les coûts de l'énergie augmentent trop, les consommateurs et électeurs remettront en cause la transition dans les urnes et parallèlement, si nous ne décarbonons pas au rythme nécessaire, nous ferons bien sûr encourir des risques absolument considérables aux communautés humaines et également à nos économies. La semaine dernière, d'ailleurs, la Banque centrale européenne a publié son premier stress test climatique, qui était un petit peu frappant, avec 100 mesures fortes, un PIB qui pourrait être à l'horizon de 2100 de 10% inférieur à ce qui serait dans un scénario de transition ordonnée. Donc il faut que nous nous maintenions sur cette ligne de crête, avec donc pour ça une transition qui doit disposer de plusieurs qualités. Une transition qui doit être durablement décarbonée, donc l'aspect durable, elle doit être fiable. On a parlé tout à l'heure du luxe que nous avons ici en France pour que quand on allume son chauffage, qu'il soit électrique ou au gaz, ou même hybride, qui est une solution évidemment qui nous paraît très intéressante, ça marche, ça ce geste qui est une évidence aujourd'hui doit le rester. Et puis, bien sûr, abordable pour préserver, in fine, le développement humain, le financement bien sûr des services publics et la protection sociale dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous le savons, les scénarios qui parieraient tous sur une seule technologie, une seule solution, ne remplissent pas ces conditions, ces trois conditions de durabilité, fiabilité et de rester abordable. Le scénario tout électrique, par exemple, nécessiterait des redondances dans les moyens de production et dans les réseaux qui feraient absolument exploser le coût et qui consommeraient bien trop d'espace, sans forcément garantir d'ailleurs la continuité de la fourniture d'énergie. Nous sommes absolument convaincus, donc, que le bouquet d'énergie de la transition est un bouquet d'énergie varié. L'électricité, bien sûr, avec un rôle majeur, l'électricité à partir de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité et bien sûr du nucléaire, mais également la chaleur, le froid et à une place éminente, le gaz. Disons-le simplement, le vecteur gaz, c'est vraiment la clé de voûte de cette transition abordable, fiable et durable que nous appelons de notre vœu. Pour au moins 3 raisons. Les gaz, ils sont facilement stockables, ils sont transportables, pilotables, je crois que quelqu'un a utilisé ce terme tout à l'heure. Ils permettent de lisser les pointes, d'affronter les intermittences, d'assurer l'équilibre et la sécurité du système énergétique. J'aime bien cette statistique qui nous rappelle que le réseau fournit en hiver, pendant la pointe, de 1,3 à 1,5 fois la puissance de l'ensemble du réseau électrique français. Parler de stockage. La densité énergétique du vecteur gaz, elle est indispensable pour répondre aux besoins des secteurs dont l'électrification n'est pas envisageable, de nombreuses industries, la mobilité lourde bien évidemment, et dans bien des cas, le chauffage. Et puis, le fait que les infrastructures gazières, elles ont le mérite d'exister. C'est un actif considérable que notre pays a et qu'il faut qu'on utilise. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie, elle a démontré dans son rapport Net Zéro 2050, qui a été publié en mai dernier, en justement indiquant le fait que ces infrastructures qui existent vont devenir indispensables à cette transition énergétique. Alors cette année, c'est vrai que pour nous autres gaziers, nous avons été dans une forme de déception face à la RE 2020, mais il faut relativiser son impact, car finalement, elle ne concerne que le résidentiel neuf et ne réduirait la consommation gaz que de moins de 1% d'ici 2050. Et puis surtout, parce que grâce à la capacité du vecteur gaz à répondre à cette exigence de décarbonation, grâce au biométhane et à l'hydrogène, c'est devenu une réalité technologique et donc de plus en plus deviendra une réalité économique. Donc la conviction, moi, que je voudrais laisser avec vous aujourd'hui, c'est vraiment, et qu'il nous faut diffuser,
c'est que le vecteur gaz, ses infrastructures, son capital humain, non seulement ont une place dans l'après 2050, mais plus fort encore, ils sont indispensables. Et pour parvenir à conquérir cette place, nous avons des défis. Nous avons des défis d'une ampleur absolument inédite. Et le principal défi porte effectivement sur le renouvellement des gaz renouvelables. Et nous nous sommes fixés chez Engie deux objectifs en la matière. D'abord, l'exemplarité. C'est vraiment très important, qui passe par cette connexion très forte avec les territoires, leurs habitants, les parties prenantes. L'acceptabilité de nos projets, on le sait, c'est vrai pour le gaz renouvelable, c'est également vrai dans les énergies renouvelables en général. Cette acceptabilité, elle va être un enjeu majeur de nos prochaines années, des prochaines années. Et puis bien sûr, la compétitivité, donc qui va être indispensable bien sûr parce qu'on va vouloir industrialiser ces filières. Alors, quelques mots sur le biométhane, simplement pour vous, juste vous rappeler, je sais qu'on en a beaucoup parlé ce matin, mais c'est vrai que le secteur du biométhane en France, il connaît une croissance soutenue avec un pipe de projet de plus de 26 TWh pour les 2 prochaines années. Nous, chez Engie, nous avons un objectif de produire 4 TWh de biométhane à l'horizon 2030, avec donc un mécanisme extra-budgétaire de soutien au biométhane que nous avons bien sûr reçu positivement comme un signal net d'encouragement au développement de la filière. Je tiens d'ailleurs à saluer cette mesure et je sais que Barbara Pompili a aussi exprimé son soutien politique dans son message. Donc il nous appartient maintenant de mobiliser au mieux les gisements de biométhane. Comme hier, nous allions chercher en fait des gisements de gaz naturel, aller chercher les agriculteurs motivés, trouver les intrants les plus pertinents pour la méthanisation aujourd'hui et puis plus tard, à terme, la pyrogazéification. Il faut vraiment créer cette économie circulaire et décarboner du biométhane, et je rajouterai peut-être raisonner. Le biométhane va nous contribuer aussi à nous rendre plus indépendants. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de l'hydrogène, puisque nous regardons tous l'hydrogène avec les yeux qui brillent, parce qu'effectivement, pour l'hydrogène, moi j'aime le regarder comme l'effacement de la frontière entre l'électricité et le gaz, un petit peu comme Jean-François Carinco disait tout à l'heure. Il y a encore 2 ans, cet horizon de l'hydrogène, il paraissait lointain, mais avec la pandémie, les plans de relance, nous voyons une accélération très notable. Et chez Engie, nous nous y préparons avec de nombreux projets, alors là, sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. C'est une filière, bien sûr, qui débute, mais rappelez-vous, nous l'avons vu avec le photovoltaïque ou avec l'éolien, la compétitivité, cela se construit. On va soutenir la recherche, les démonstrateurs, on va passer à l'échelle, on va standardiser également, mais aussi on va adapter les infrastructures existantes. La personne de tout à l'heure en parlait très très bien. Des transports et puis bien sûr du stockage. On va adapter ces infrastructures à l'hydrogène. Et cela donne évidemment aux acteurs actuels, comme bon nombre d'entre nous ici, une forte légitimité pour développer et exploiter ces futures infrastructures. Le gouvernement a bien compris l'importance du secteur, avec des financements à hauteur de 7 milliards d'euros jusqu'en 2030. Et puis, bien sûr, l'initiative qui a été largement commentée tout à l'heure du European Hydrogen Backbone, qui réunit déjà 23 pays. Et puis, je ne vais pas oublier les terminaux, qui ont aussi un rôle à jouer. De plus en plus de scénarios d'import d'hydrogène se dessinent. Alors, l'hydrogène liquide, ammoniac, méthane de synthèse, à voir. Les scénarios ne sont pas encore complètement fixés. Mais c'est vrai que ces scénarios, ils placent nos terminaux, en fait, au cœur de ce futur système hydrogène. Donc, quelle que soit la manière dont on regarde cette transition, et je dirais presque à toutes les étapes de la transition énergétique, le système énergétique français, il fera coexister ces énergies d'une grande variété. Bon, alors on peut imaginer cette équipe de France des énergies que nous devons constituer avec les énergéticiens, les industriels, l'État, les collectivités, les territoires, tellement importants dans cette transition énergétique, qui doivent ensemble marquer des buts en faveur de la neutralité carbone. Ces arguments, nous devons les porter haut dans les futurs débats qui vont animer la préparation du scénario bas carbone de la France. C'est très important. Nous devons continuer de militer pour des régulations qui restent souples, qui favorisent l'émulation, l'innovation, qui s'attachent à fixer des objectifs plutôt qu'à imposer des moyens d'y parvenir.
Je tiens d'ailleurs à saluer ici la réglementation sur les stockages, qui est une nouvelle réglementation, mais qui nous permet aujourd'hui, dans ce contexte de tension sur les prix, de disposer en France de réserves de gaz satisfaisantes, puisque nous sommes à un niveau de remplissage à plus de 92%, la moyenne européenne aujourd'hui étant de 74%. Et franchement, en début d'hiver, c'est plutôt une meilleure position d'être à 92%. Pour conclure, je tiens à vous dire que nous devons conserver cet état d'esprit d'entrepreneur, d'innovateur, de créateur de solutions industrielles et techniques pour nos clients. C'est cet optimisme que j'ai pour le vecteur gaz et pour sa place à toutes les étapes de cette transition qu'il faut que nous conduisions ensemble, qu'elle reste abordable, fiable et durable, avec en fait cette ambition comme moteur de mon action et de celle de nombreuses de mes équipes à la tête d'Engie. Voilà, je vous remercie. Et puis bon appétit.